Avertissement. Cette émission Peut contenir des infos. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de Peut contenir des infos. Je faisais des vocalises avant de commencer l'émission. 3, 4, ba. Salut Simon. Salut Cathy. Toi aussi, on se clarifie la voix avant d'entrer en ondes. Hein? Ça Oui, fait... et je ne mange jamais avant d'arriver en ondes. Ben, remarque que je mange déjà pas beaucoup dans ma journée, mais... J'allais dire, tu manges pas ben, mais... Ça, je prends un repas par jour, là, c'est le souper. Mais un bon café noir, par exemple, là, c'est très bon pour la voix et c'est très bon pour la radio. Vous essayerez ça. Pas de sucre, pas de crème. Sais-tu pourquoi? Pourquoi? Parce que moi, j'ai pris conscience de ça quand j'ai commencé à faire de la radio dans les années 90. C'est que, donc ça fait longtemps que c'est dans ma tête, quand tu prends du sucre puis de la crème dans un café, ça fait saliver. Quand tu manges, ça fait saliver. Oui. Là, tu arrives en onde puis tu passes ton temps. Puis moi, de la salive, là, j'en produis quand même pas mal. Tu sais, un petit baveux. Je suis un petit baveux. Okay. Ça me coule pas au coin des lèvres, mais pas loin. Tu sais, tu peux être baveux à d'autres occasions aussi. Mais fait que quand je me mets à manger, en plus, ben là, hein, tu passes ton temps à... Ouais, puis là, Puis tu ravales constamment, fait que je préfère pas manger avant d'arriver en onde. Mais je suis d'accord avec toi, moi aussi. Puis, ou avant de parler devant le public, quand on a des présentations, moi, je mange jamais non plus parce que, faut que la bouche elle ait un bon niveau d'humidité, comme pas trop trempe, mais pas trop sec. C'est ça. Parce que là, c'est pas mieux. Parce que c'est sec, là, tu t'étouffes, là, puis c'est pas mieux, mais il y a comme un niveau de salive à avoir pour bien parler. C'est ça. Morale de l'histoire, enfilez-vous pas une boîte de sucre à crème avant d'aller faire un pitch, tu sais. Exactement. Ça veut dire que t'as pas encore goûté au biscuit que j'ai amené aujourd'hui au bureau. Non, mais je vais le faire tantôt. C'est ça que j'ai dit. Oui. C'est ça. J'ai entendu dire que c'était passé. On a eu l'approbation de la direction. Ah bon, ben. Parlant des choses de Noël, Simon, il m'arrive une première dans ma vie du haut de ma trentaine d'années. Pour la première fois depuis le début que j'achète des cadeaux, j'ai presque fini, puis on n'est pas au mois de décembre. Ah ouais, hein? Ça m'est jamais arrivé. Simon, moi, je suis une adepte du 23 décembre, magasiner en panique, puis à m'insulter parce que j'étais pèse, puis j'aurais donc dû y penser avant. Moi, c'était ça, mon mode de vie. OK. T'aimais ça de même. Vivre presque dangereusement. Là. Je sais pas si j'aimais ça, mais c'était comme ça que je vivais. Et là, pour une première, je sais pas pourquoi, mais tout est fait ou presque. Ben, il reste juste mon chum. Mais ça, on dirait que c'est tout le temps un peu plus compliqué parce que, tu sais, il y a tout, puis en tout cas, bref. Mais il reste pas mal juste lui à aller trouver dans mes cadeaux. Puis ça m'amène un peu à mon premier sujet parce qu'aujourd'hui, je voulais vous parler du fameux Holiday Train, le train des fêtes. Oui. Qui se promène un peu partout aux États-Unis, mais oui, surtout au Canada. Donc, c'est un train. En fait, c'est le CP qui est un train décoré et qui se promène un peu partout et qui fait plusieurs arrêts. Et là, dans les prochains jours, prochaines semaines, il y aura des arrêts en Ontario, Manitoba, Saskatchewan. On va descendre comme ça, puis on va se rendre un peu partout au Canada. Puis je voulais vous parler de cette belle initiative-là. Est-ce que tu as déjà été voir le train? Je ne l'ai jamais vu, mais j'en ai entendu parler, par exemple. OK. Et c'est décoré, puis c'est vraiment très beau, puis c'est pour une bonne cause, si je me trompe pas, d'ailleurs. Oui, exactement. Mais moi, c'est la première fois. La première fois, c'est l'année passée que je suis allée. Bon, c'est sûr qu'avec un enfant, tu as plus de raisons d'aller voir les trains illuminés, mais c'est vraiment un beau train. C'est le CP qui fait. Puis comme tu disais, il y a la bonne cause qui est en arrière de ça, c'est pour ramasser des denrées ou des sous pour les banques alimentaires. Et là, vous me dites, là, comment je sais que cet argent-là ou ces denrées-là se rendent à ma banque alimentaire? La beauté de la chose, c'est que lorsque le train arrête à une station, à un endroit, il est là à peu près pour 1 heure. Parce que là, il y a des prestations de 2 artistes canadiens. Donc, dépendamment c'est qui, là, je vais vous parler tantôt de la programmation, mais 2 artistes qui ont chacun une demi-heure pour faire, comme on dit en bon français, leur bon setlist de musique. Okay. Et pendant ce temps-là, les organismes de charité locales sont sur place. Ah! Ramasse vos denrées non périssables, Okay. ramasse les dons en argent, et c'est comme ça qu'on permet puis qu'on peut avoir un peu des sous puis qu'on renfloue les banques alimentaires pour la période des fêtes, parce qu'on sait que c'est une période qui est un petit peu plus, c'est plus difficile pour certaines familles puis partout, ça coûte plus cher partout puis quand on veut avoir un temps des fêtes puis offrir à notre famille ou à nos enfants quelque chose qui est comparable aux autres, malheureusement ça coûte un peu plus cher. Donc pourquoi ce train existe là, comme je te le disais Simon, pour lutter contre l'insécurité alimentaire, pour soutenir localement donc les causes et aussi ça crée un moment festif, puis c'est une belle occasion d'y aller. L'année passée, quand je suis allée, c'était à Sherbrooke, du côté... Il y avait du monde. Du monde. Ah oui, hein? C'était pacté, jam-pack, mais c'est la beauté. Puis tout le monde était de bonne humeur. Ben,
Ça, c'est la bonne. Ouais. Ouais, mais tu sais, des fois, dans des foules, là, il peut arriver des gens qui sont un petit peu plus grognons. Il y a toujours Ouais, un ouais, petit ouais, grinch ouais, à ouais. quelque part, là. Mais c'était jam-pack, vraiment, mais ça a créé des belles occasions. Puis il y a des petits commerçants locaux qui sont là puis qui en profitent. Souvent, il y a des marchés pour acheter des produits locaux, là. En même temps, si t'es pas à l'aise dans une foule, Ouais. va pas dans une foule, tu sais, je Non, veux c'est dire. ça. Tu peux le regarder plus loin. C'est ça, tu peux te mettre un peu en retrait, puis pas nécessairement aller te garrocher dans la mêlée, on va dire, là. Oui, c'est en plein ça. Puis ben, c'est sûr que là, si tu veux écouter le concert, il faut peut-être être un peu plus proche. Ouais. Pour aller faire les dons, il faut peut-être être un peu plus proche, mais quand même. Il y a vraiment une belle programmation musicale cette année aussi à bord du train des fêtes. Bare Naked Ladies. Ah ouais, hein? Ah. Oui, puis c'est pas des Pepsi Flat, là. Ben non, c'est ça. C'est ça. Smash Mouth aussi est là, Ah, Tyler Shaw, il y a Brittany Kitnell, Jade Eagleson, J.G. Wild. Vraiment, là, il y a une panoplie d'artistes Ok. qui sont là puis qui en profitent. Puis eux autres, ils font plusieurs arrêts. Fait que, là, mettons, telle journée, ben, c'est Bare Naked Ladies avec tel artiste, Smash Mouth avec tel artiste. Puis là, on découle comme ça avec vraiment une belle programmation. Donc, comme je te disais, c'est deux arrêts à peu près par soir. OK. Et c'est 30 minutes par artiste avec deux artistes par arrêt. Les prochains arrêts aussi là, qui s'en viennent en Ontario, comme je te disais, il y en a plusieurs. Ben, il y a Finch, Oshawa, Toronto, Thunder Bay, au Manitoba, Winnipeg, OK, évidemment oui. quand même, le grand centre. Bien sûr. Portage-la-Prairie, dans ce coin-là, ça va passer. Du côté de la Saskatchewan, parce qu'on a des radios un peu partout, c'est la Oui. beauté de nos radios. Saskatoon, Regina, Moose Jaw du côté de Saskatchewan. En Alberta, ben, à Calgary, à Fort McLeod aussi. Colombie-Britannique, là, un peu partout. Kamloops, Port Coquitlam et... j'aime ça. Coquitlam. Ouais. Je m'excuse de la Ben non, mais c'est pas prononciation. grave. Non, mais comment déformer un nom? Non, mais as-tu idée du nombre de noms de lieux sur la planète qu'il y a qu'on sait même pas prononcer, probablement au niveau local, là, tu sais? Non, t'as bien C'est comme- raison, mais je m'excuse pour les gens de là-bas qui m'écoutent puis qui me disent « Ah, check, Cathy, elle s'est un peu plantée. » Oui, je me suis plantée, puis Ça il se manque peut. des voyelles pour vous prononcer. Donc, ça fait vraiment des beaux moments pour les communautés. Je vous invite en fait à aller faire un tour sur le site web là, du CPCKC, qui, en fait, vous écrivez dans Google facilement là, le train des fêtes ou Holiday Train. Vous allez avoir la programmation qui est là. Puis ça va vous permettre aussi de savoir dans votre localité quel artiste va pouvoir jouer avec vous. Puis ce train-là, en fait, là, quelques chiffres pour terminer, Simon, par rapport au train. Depuis 1999, donc qui est la première édition du Train des Fêtes, c'est 26 millions de dollars qui ont été collectés et plus de 5,4 millions de livres de nourriture qui ont été amassés pour Belle les initiative. différentes banques alimentaires un peu partout au Canada. Donc, c'est une belle initiative d'une compagnie privée aussi et ça permet d'avoir des beaux moments des fêtes. Moi, je veux te parler de plastique. Parce que Oui. dans le temps des fêtes, du plastique, Beaucoup de forcément, il va y en consommation. avoir, c'est ça. Hein? Il y a 100%. les emballages, les poupées, les choses du genre. Ça veut dire que certains plastiques sont plus polluants à recycler qu'à fabriquer pour leur premier usage? Ben tu vois, tu m'étonnes. Je pensais que c'était important de recycler justement pour donner une deuxième vie parce que ça avait un meilleur impact ou moins d'impact justement. Ben, on essaie de réduire évidemment notre empreinte environnementale et c'est un petit peu pour ça qu'on fait du recyclage. Mm-hmm. Parce qu'on a l'impression que recycler certaines affaires, ben c'est mieux d'en faire de nouvelles. Mais vous allez être surpris d'apprendre qu'il y a certains plastiques qui peuvent générer davantage de pollution à en produire que d'en faire à l'origine avec du pétrole brut. Ah ouais. Ouais, ben- C'est sûr, c'est parce que le procédé demande trop de ressources. Et voilà, c'est Ok. la somme de toute la patente, de toute la gimmick qui est en arrière de ça qui fait qu'au final, c'est plus polluant de les recycler pour les revaloriser, entre guillemets, que d'en faire de nouveau. Et tout ça, c'est à cause, entre autres choses, de la limite du tri, par exemple. Hein? Ici, on peut pas tout Oui, trier. Tu sais, il y tout à a fait. des choses qui peuvent pas être séparées, par exemple. La complexité chimique de certains plastiques, les procédés très énergivores pour le revaloriser. Alors, il y a certains types de plastiques comme ça qui sont davantage polluants quand on les recycle que quand on les fabrique à l'origine. C'est spécial quand même. Ben, je m'attendais pas. Ben, en même temps, quand tu y penses, c'est logique. En même temps, ça me questionne surtout de comment aussi, de la façon dont on recycle nos choses. Tu sais, on va envoyer ça au recyclage, mais dans le fond, peut-être qu'on complique plus la chose. Est-ce qu'on peut défaire nos choses, enlever des emballages sur du canage ou peu importe? Fait que, tu sais, ça me questionne sur plein de choses. Ben, en partant, c'est qu'il y a différents types de plastiques. Ça, je Uh-huh. vous apprends rien, évidemment. Et il y en a qui sont fabriqués, on va dire, comme pour être plus facilement revalorisés. Oui. Les PET, par exemple, le plastique 1 là, qu'on utilise pour faire des bouteilles de plastique, ça se recycle plutôt bien. On l'appelle le polyéthylène terephthalate, le PET. Donc, lui, il se recycle plutôt bien. Il y a de fortes chances, d'ailleurs, que si vous buvez aujourd'hui dans une bouteille de jus ou encore de liqueur ou de quoi que ce soit qui est Oui. fait en plastique, il y a des grosses chances que ce soit fait de plastique qui est à presque 100% recyclé dans bien des cas. Oui, puis ça a été une grosse révolution à l'époque parce que les bouteilles de plastique, c'était tellement polluant qu'on s'est dit, bon, on va l'améliorer, ce plastique-là. Le polychlorure de vinyle, ce qu'on appelle le fameux PVC, ça aussi, ça se recycle quand même plutôt bien. Par contre,
Il y a des plastiques multicouches qui, eux autres, les emballages alimentaires avec l'aluminium et le plastique, ils sont quasiment impossibles à séparer de façon efficace. Et très souvent, on va voir ça d'ailleurs sur certains emballages alimentaires, c'est écrit le sac à l'intérieur, tu peux le mettre au recyclage, mais la boîte qui est en dehors, qui contient une espèce de couche, on va dire, de je sais pas trop, de plastique ou quoi que ce soit de genre, même s'il y a du carton par-dessus, c'est pas séparable. Oui, là. mais c'est ça le cas des verres à café. Dans les chaînes à restaurants populaires, l'intérieur est en plastique pour que ce soit imperméable, mais l'extérieur est en carton, fait que ça se recycle pas vraiment parce que à moins que tu le sépares toi-même. Et c'est la même affaire pour les plastiques soupes, par exemple, les saran wrap, là, tu sais, les bonnes vieilles pellicules en plastique, les choses comme ça, les sacs Ziploc, là, les affaires sacs comme ça, pour les collations. ça se recycle pas terrible, ça non plus. Hein? Non, c'est ça. Alors, il y a beaucoup de plastiques qui sont techniquement non recyclables ou qui nécessitent des procédés très complexes. Et ils sont quand même recueillis parce que on veut pas que les gens nécessairement aient le réflexe de tout foutre à la poubelle sous prétexte. C'est pas mieux enfoui, on s'entend. Fait que c'est ça. Fait que ce qu'on dit aux gens, c'est que mettez tout ça dans le bac de recyclage. On va faire le tri. Nous autres, on sait ce qui va dans le recyclage et ce qui va forcément à l'enfouissement. Parce que le recyclage mécanique, ça inclut broyage, lavage et tout ça, le transport. Alors, au final, ce qu'on se dit, c'est que il y a des plastiques comme ça, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse, qu'on n'est pas encore rendu là. Mais ceci étant dit, il y a quand même des travaux qui se font là, pour éventuellement être capable de recycler les fameux tétrapacks de façon très, très efficace, puis détacher tout ça, puis prendre le carton d'un bord, prendre le plastique de l'autre, prendre l'aluminium. Tu sais, ça s'en vient, mais on n'est pas encore là. Alors, la morale de l'histoire, c'est que oui, recycler, c'est une bonne chose. Faites-le. Vous avez un bac à la maison qui est bleu dans des places, qui est vert dans d'autres places. Ça n'a pas d'importance. On vous dit, mettez ça dedans. OK, faites-le, mais comprenez qu'il y a quand même des limites au recyclage. Et je vous dirais en terminant que la plus belle affaire que vous puissiez faire, c'est qu'au final, c'est que essayez donc en partant de réduire votre consommation. Ben c'est ce que j'allais dire. Tu parlais des sacs Ziploc tantôt puis qui sont presque pas recyclables en fait puis que ça fonctionne pas. Ben il y a des alternatives à ça. Je comprends des fois qu'on a besoin de ces genres de sacs de plastique là, mais il y en a des réutilisables maintenant, soit en tissu ou soit en pellicule un genre de comment dire justement un plastique là, un sac réutilisable que tu nettoies. Mais comme ça tu peux l'utiliser plusieurs fois, tu pollues un peu moins puis t'as au moins ton sac que tu as besoin d'utiliser pour les collations, les lunchs des enfants. Puis tu sais des fois mettons mettre un petit sandwich dans la boîte à lunch du gamin, c'est peut-être mieux de la mettre dans un plat Tupperware que tu vas pouvoir laver à la fin de la journée puis réutiliser des dizaines et des centaines de fois que de le mettre dans un petit Ziploc qui va finir à la poubelle. Tu comprends ce que je veux dire? Il y a moins de chances de se faire écraser aussi dans un plat Ziploc que dans le sac Ziploc dans la boîte à lunch avec le jus qui se promène, l'enfant qui court partout. On s'entend, le sandwich peut en manger toute une aussi dans la boîte à lunch. Merci Simon beaucoup. Au retour, je vais vous parler des 20 pires mots de passe au Canada. Okay. On a un palmarès qui est sorti. Ça sort à chaque année et vraiment, c'est surprenant les choses qu'ils ont là-dedans. Et au retour, tu nous parles de... Je vais parler de la crise des médias qui frappe un télédiffuseur. Avertissement. Cette émission peut contenir des infos. Deuxième bloc de cette émission qui se nomme affectueusement PCDI. Et Simon, on parle de... En fait, je veux parler d'une situation et on va parler d'une situation qui touche plusieurs médias, plusieurs sphères médiatiques, que ce soit du côté francophone, anglophone, communautaire, privé. Et là, il y a un nouveau couperet, il y a une nouvelle mauvaise nouvelle là, qui est tombée du côté d'un diffuseur. Ben, on n'apprend rien. Hein. Quand on parle aux gens, là, on leur apprend rien en leur disant que les médias actuellement, les médias en tout cas linéaires ou traditionnels, subissent effectivement pas mal de pression de la part, entre autres choses, des géants du numérique. Hein. Oui, on doit revoir plusieurs choses. Un grand chambardement dans le monde médiatique canadien et en général dans le monde. On comprend que quand YouTube ramasse une grosse proportion des gens qui vont sur Internet pour visionner de la vidéo. Après ça, quand tu es un télédiffuseur, comme on va dire TVA, Radio-Canada ou encore Télé-Québec ou dans ce cas-ci, comme je vais vous parler de TV5 Québec-Canada, c'est un petit peu difficile de compétitionner avec ton petit catalogue dans l'univers numérique contre une grosse boîte, une grosse machine, comme YouTube. Oui, exact, qui est sur demande aussi et selon les besoins et les envies des gens au moment précis. Là. Oui, et ce qu'on vient d'apprendre, c'est que TV5 Québec-Canada, qui est quand même distribué un petit peu partout à travers le pays, c'est pas parce que ça s'appelle
TV5 Québec Canada, que c'est forcément distribué qu'au Québec, il y a ça, c'est accessible un peu partout à travers le pays, va réduire ou va mettre à pied 20% de ses employés. C'est quand même pas mal. Bon, vous me direz qu'au final, ça va se traduire par une perte de 15 emplois parce qu'au total, il y avait une 75 quelques personnes. Mais ça reste quand même 15 familles qui perdent un revenu, c'est 15 personnes qui perdent un emploi, puis ce sont des médias. En fait, c'est un média local qui perd des ressources pour pouvoir transmettre, informer, puis aussi le côté de divertissement, mais qui perd un travail important. C'est ça. Alors, la chaîne de télévision généraliste avait demandé une hausse tarifaire au CRTC, le Conseil de la radiodiffusion des télécommunications canadiennes. Mais malheureusement, compte tenu du contexte actuel, c'est que le CRTC travaille beaucoup ces temps-ci sur la mise en œuvre ou en application de la loi sur la radiodiffusion, entre autres choses. Donc, il y a beaucoup de chantiers sur lesquels ils travaillent. Ouais. Puis, c'est difficile de se concentrer sur certains petits dossiers comme celui-là. Alors, ils ont dit, on va repousser cette décision-là à un petit peu plus tard. Malheureusement, pour la chaîne de télévision TV5 Québec Canada, ça arrive un petit peu tard parce que là, ils seront pas capables d'avoir des revenus. On dit que c'est à peu près quelque chose comme 2 millions de dollars qui seront pas récoltés de cette façon-là parce que c'est quelques petits sous qu'on aurait été capable de grappiller sur les forfaits de télévision des consommateurs à travers la grandeur du pays, comme je le disais tantôt. Ça permet une stabilité de revenus. Ça aurait permis effectivement d'amener certains revenus. TV5, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une organisation à but non lucratif. Tu savais ça, hein? C'est un OBNL. Okay. Ouais, tu m'apprends quelque chose, je savais pas. TV5, c'est un OBNL. Okay. Ça a été fondé comme une espèce de consortium. Il y a plusieurs chaînes de télévision qui sont comme copropriétaires ou co-gestionnaires. Co-gestionnaires. Ils ont des parts dans cette initiative-là de TV5 Québec Canada. Vous connaissez TV5 Monde? Oui. Il y a la grosse organisation TV5 Monde qui a des antennes un petit peu partout à travers le monde. Quand je dis des antennes, je dis des bureaux là, sur des continents. Il y a TV5, par exemple, en Asie. Il y a un TV5 en Amérique latine ou quoi que ce soit du genre. Et il y a chez nous ici TV5 Québec-Canada qui est la voix francophone de TV5 Monde. Et là-dedans, comme copropriétaire, on va dire, ou co-actionnaire, il y a Télé-Québec, par exemple. Il y a Radio-Canada qui ont des parts là-dedans et tout ça. Mais au final, c'est un OBNL. Et c'est bien plate parce que, comme je le disais tantôt, TV5 Québec-Canada n'a pas forcément les reins. Vous me direz que les grosses organisations qui sont en haut de ça, là, comme je disais tantôt, Télé-Québec, Radio-Canada, eux autres, ils ont quand même les reins un peu plus solides. Un peu plus solides. Oui. Mais comme quand tu as ta business à faire rouler, puis que tu as en plus de ça un autre service qui... TV5 Québec-Canada, oui, ça met à l'avant-plan du contenu canadien, c'est sûr, mais ça donne une vitrine aussi à du contenu francophone d'ailleurs à travers le monde auquel on n'aurait pas accès. Moi, j'écoute TV5 de façon régulière, puis il y a des documentaires sur l'histoire, il y a des affaires, par exemple, sur la géographie, il y a des documentaires animaliers que je verrais pas forcément à Télé-Québec ou que je verrais pas forcément à TFO ou encore à Radio-Canada. Donc, puis s'intéresser aussi aux accents francophones du monde, c'est ça qui est intéressant aussi de voir ce qui se fait ailleurs dans le monde en français. Puis, comme tu dis, ça devient complémentaire à ce que nous, on fait ici même au Canada avec nos autres choses, que ce soit au Canada français ou au Québec. Bien, avoir un complément comme ça, comme TV5 Québec-Canada, bien, c'est essentiel. Puis, tu disais, c'est une quinzaine d'emplois qui sont perdus, mais c'est 20 oui. Probablement 20 de quelque chose, ça reste beaucoup. Et là, encore là, ce sont des artisans qui étaient là pour faire de leur mieux, en fait, transmettre de l'information, informer, puis de faire du contenu de qualité aussi avec pas grand-chose. Souvent, c'est ce qu'on oublie. On voit le résultat à la télé, puis on est satisfait, on est content du documentaire, mais on oublie tout le travail que ça prend en arrière de recherche, de préparation, de montage, juste de filmer aussi. Puis souvent, ces gens-là, ben, ce sont des petites équipes, 1-2 personnes. Puis là, on perd des ressources comme ça, c'est... Et l'une des raisons pour lesquelles je croyais bon de vous en parler, c'est que oui, TV5 Québec-Canada, c'est comme par la définition, on entend Québec, tu sais, puis après ça, Canada, on dit, ben c'est sûr, ils doivent surtout parler de Montréal, puis ils doivent surtout parler du Québec, mais ils parlent de francophonie de façon assez générale, mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que TV5 Québec-Canada, ce sont eux aussi, ou en fait, cette corporation-là, cette OBNL, qui est titulaire de la licence de UniTV, et qui, ça, est une chaîne pan-canadienne francophone, qui traite davantage, par exemple, de ce qui se passe dans les réalités, par exemple, en Colombie-Britannique, en Saskatchewan, au Manitoba ou encore au Nouveau-Brunswick. Alors, quand le head office, permettez-moi l'expression anglaise, coupe des postes comme ceux-là, ben, par la bande, à quelque part, ça va probablement se traduire par des pertes d'émissions de services ou un peu de qualité, à quelque part, dans la chaîne sœur, là, qui est UniTV. Croisons les doigts que
les médias traditionnels réussissent à en sortir. Ils sont en train de travailler. Là. Je veux dire, nous-mêmes, là, de la radio, on s'en aperçoit, on s'en va dans le numérique, on fait du streaming. C'est sûr et certain. Mais entre-temps, mettons que c'est comme, tu peux pas te rouler en petite boule dans le coin puis attendre que ça passe. Là. Non, c'est ça. C'est un passage obligé, malheureusement. Puis des fois, oui, c'est difficile, c'est pas le fun. Il y a des gens qui perdent des emplois. Ouais. Il y a des entreprises ou des organismes, malheureusement, qui vont fermer. Mais des fois, ça prend cette espèce de... Faut remettre à jour, faut revenir, puis après ça, des fois, rebâtir et renaître de nos cendres. On est capable de le faire, mais c'est ça. On est dans une période de changement, de questionnement, de remise en question en tant que média. Puis là, on parle de la radio. Il y a la télé aussi. Tout l'avènement des balados, ce qui est sur Internet. Comment on peut en tirer profit en tant que média francophone? Donc, c'est vraiment une grande question qu'on se pose. Puis, merci pour cet éclairage-là. Simon, c'est important d'en parler. Sur un tout autre ordre de sujet maintenant, et toi, t'es un gars sécuritaire quand même. Oh, je suis assez sécuritaire. Oui, mais tu sais, je suis sûr que tu as ton gestionnaire de mots de passe. Oui. Ben oui. J'ai mon gestionnaire de code aussi, 2FA, là, la double authentification. Fait que, ouais, c'est ça. J'ai comme... Fait que tu sais que c'est important de faire attention avec nos données, nos mots de passe sur le web. OK, je te vois venir, là. C'est ça. Tu vas me demander si j'ai 1, 2, 3, 4, 5 ABCD là, comme mot de passe. Non, je veux savoir si ton mot de passe est Forgues 1, 2, 3. Non, c'est pas non, pas ça. Non, c'est pas Forgues 1, 2, 3. Forgues 1, 2, 3, parce qu'en fait, il y a l'entreprise lituanienne NordPass qui conçoit des gestionnaires de mots de passe, qui a publié sa 7e édition de son étude annuelle, les 200 mots de passe les plus populaires dans le monde. Et ça, quand tu te retrouves là-dedans, c'est pas une bonne chose. Non, tu t'en fais pas la gueule pendant le party du temps des fêtes. Non. Hey, mon mot de passe est dans la liste. En fait, si vous vous retrouvez dans la liste qu'on va parler tantôt, je vous invite fortement, après PCDI, évidemment, à aller changer vos mots de passe. Donc, c'est la 7e édition d'une étude annuelle sur les 200 mots de passe les plus populaires dans le monde. Et là, je veux que vous reteniez dans le monde, OK? Donc, par conséquent, les plus faciles à craquer. Donc, l'étude a été menée dans 44 pays, dont le Canada. Donc, la liste a été bâtie à partir, entre autres, des fuites de données, les mots de passe qu'on retrouve sur le dark web. Et, l'étude souligne qu'une fois de plus, la vulnérabilité des nombreux mots de passe numériques, c'est environ 80% des fuites. Fait que, toutes les fuites de données ou de mots de passe qu'on a, ça pourrait être presque... On s'entend, il n'y a pas de risque zéro, là. Mais ça pourrait être presque évité si vous aviez des bons mots de passe. Et là, j'ai envie de te faire un décompte parce j'ai un top 20 là, ici pour vous, pour les pires mots de passe au Canada, quand même. On n'est pas été jusque dans le monde, mais au Canada. Donc, 10e position, password. Ah oui, ben oui. Inscrivez le password. Alors, password. Oui, mais j'ai oublié de te mentionner, c'est password avec un P majuscule. Ah ben quand même. Mm-hmm. Quand même. Parfait. 9e position, 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, OK. Pas trop ça. Je me serais attendu que ce soit plus haut que ça, quand même. Ben, attends, c'est parce que les plus longs, ils ont un 6, 7, 8, tu sais, comme ça fait juste augmenter. 8, ziz, 1, 1, 1. Tu sais, comme des Z. Ah ouais, hein? Des Z majuscules, Z minuscules, 1, 1, 1. 5e position, on va faire un petit saut parce que c'est quand même drôle. I hate you. Ah, ben oui. 4e position, password, qui revient, mais avec un P minuscule. OK, une variante. Oui. Ils disent de varier les mots de passe sur chaque site. Fait que t'en rentres avec une lettre majuscule, password, puis sur l'autre site, c'est pas le même mot de passe, c'est une lettre minuscule. Okay. Mais pas password avec une lettre minuscule et plus populaire. 3e position, et là, je vous rappelle que c'est au Canada. OK. Galant. 1, 2, 3. Tu sais, comme Galant. Le nom de famille, oui, là, okay. Comme Roger Galant, mettons. Là, Galant 1, 2, 3. Ah ben. Donc, je suis quand même surprise de la population de galants canadienne, à moins qu'il y ait Je trouve ça étonnant quand même, ouais. Oui, si vous avez des galants dans votre entourage, peut-être leur demander ce qu'ils font avec leur mot de passe. 1, 2, 3, galant 1, 2, 3. Mais si 1, 2, 3, 4, ils sont corrects. Numéro 2 du mot de passe le plus populaire, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh my God. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Come on, la gang. Ouais, c'est ça. Des fois, j'ai l'impression qu'on est en 2001. Et le mot de passe le plus commun ou le plus populaire au Canada, admin. Ah ouais, ben avec oui. Un A minuscule, admin. Ça. Ben ça, souvent, je pense que c'est parce que les gens ne changent pas le mot de passe par défaut. Tu sais, t'achètes, par exemple, un routeur ou t'achètes, on va dire, j'allais dire le mot en anglais, là, un Network Attached Server. Oui. Une espèce de disque dur. Exactement, externe ou peu importe ce que t'achètes. C'est ça. Et très souvent, il y a un mot de passe par défaut. Et je pense qu'il y a bien des gens qui ne changent pas nécessairement ce mot de passe par défaut. Je comprends, mais ça, encore là, c'est un peu risqué. Puis, il faut faire attention. Puis, comme on dit, il y a des gestionnaires de mots de passe. Vous mettez ça là-dedans, puis avec votre empreinte de pouce ou le visage, des fois, ça peut paraître ou avec un autre mot de passe. Et je voulais au passage souligner quelques beautés dans ce top 20 du t'as des perles. Oui, j'ai des perles. 19, I'm stupid.
Donc, je suis stupide. C'est un aveu, là. Oui, bien, j'aime ça, les gens qui sont... sont clairs. sont conscients des choses. On s'entend. Et je voudrais aussi saluer tous les pelletiers du Canada. Ah, il y en a à ce point-là, hein? Ah oui, ben parce qu'ils se retrouvent en 14e position avec Pelletier 1, 2, 3. Ah, bon, ben c'est comme les galants de tantôt, Oui, là, je veux dire. Pelletier est galant. Ouais. Pelletier. Mais tu sais, puis c'est pas tellement compliqué de faire des mots de passe qui sont un petit peu plus compliqués ou qui, je dis pas qu'ils sont pas craquables entre guillemets, mais oui, c'est ça. Tu sais, juste mettre par exemple des astérix en chaque lettre. Exactement. Ou, des affaires Changer comme ça. le A pour un A commercial, mettre un... Remplacer une lettre, par exemple, tu dis, moi, mes A, ils vont tous devenir des 4 parce que ça ressemble un petit peu, tu vas dire, comme des A majuscules, ben, ça va tout être des 4 maintenant. Tu sais, il y a tous des petits trucs comme ça qu'on peut se créer qui, a priori, ont l'air tout à fait anodins, mais qui, au final, vont complexifier un petit peu la patente. Oui, c'est ça, ou un E peut devenir un 3, tu sais, au lieu d'écrire Pelletier 1, 2, 3, ça pourrait être P-E, puis là, tous les E de Pelletier deviennent des 3. Exactement. Là, vous pouvez changer un peu. Fait que c'est un peu ce qu'on recommande. Là. Si vous avez des mots de passe trop faciles, ben rajoutez des caractères spéciaux, si vous voulez garder le même mot de passe. Faire des phrases aussi. C'est la meilleure façon de ne pas se faire hacker. Je mange une pomme rouge au parc. Ouais. Ça, c'est un peu long, là, mais c'est possible de le faire. Puis, ben, c'est une action, fait que c'est un peu plus facile de s'en rappeler. Puis, c'est plus difficile aussi à craquer comme code. C'est ça. Donc, si jamais vos mots de passe se retrouvaient dans le palmarès que j'ai nommé aujourd'hui, on vous juge pas, mais on vous invite fortement à aller changer vos mots de passe. Ben, Puis, quelque chose, c'est un peu plus compliqué quand même. Là. Je comprends que dans la vie, tu sais, comme on a, c'est une course, hein. Des fois, on est comme perdre des queues de veau, là. Il y a les enfants, les chercher à garder. On en a tellement. Ben, c'est ça. On a tellement de mots de passe aujourd'hui, mais avec des outils comme des gestionnaires de mots de passe, puis avec peut-être de petites idées comme on a donné, là, de mettre des caractères un peu particuliers ici, là, ça devient que c'est plus facile de s'en souvenir, puis ça crée la patente, disons, un peu plus sécuritaire. Là. Voilà, donc c'était nos petits conseils pratiques aujourd'hui dans PCDE. Simon, au retour de la pause, tu nous parles de quoi? Je vais parler des bas prix qui peuvent avoir un prix finalement qui est assez coûteux, celui de votre sécurité. Merci beaucoup, on se retrouve dans quelques minutes. Avertissement. Cette émission peut contenir des infos. Troisième bloc de l'émission peut contenir des infos. Simon puis moi, on va parler. Voyons de quoi on a parlé. On a comme eu un petit blanc de mémoire à court terme. J'ai sorti mon poisson rouge intérieur. Un bocal. C'est qui a commencé tantôt le bloc? Hein? On s'en souvenait plus. Correct. Mais c'est toi qui avais commencé. Oui, là, c'est moi qui ai commencé avec TV5 Québec-Canada, puis toi, t'as fini avec tes mots de passe. Mais ça vient qu'on s'imbrique tellement dans les conversations de l'un et de l'autre qu'au final, mais c'est correct, ça fait des belles discussions. Oui, mais c'est ça. Puis c'est la beauté de la chose. Donc là, je vais prendre le flambeau, je vais lancer parce que je voulais te parler de date de péremption. Est-ce que tu es le genre de personne qui est très, stiff ou très serré sur les dates de péremption sur les produits? Ça dépend. Ça dépend de quoi? OK. Bonne réponse. C'est ça. Je vais te dire c'est la bonne réponse parce qu'en fait, je voulais un peu en parler des dates de péremption et de réduire le gaspillage alimentaire parce que dans une nouvelle chronique, en fait, d'options consommateurs, on nous dit, meilleur avant, ça veut pas nécessairement dire mauvais après. Ouais. Dépendamment des produits. On s'entend, là. Alors, pourquoi ça compte? Donc, il y a aussi Protégez-vous qui nous dit qu'il y a près d'un quart du gaspillage alimentaire qui viendrait de la mauvaise interprétation des dates de meilleur avant. Donc, on jette des aliments, finalement, autrement dit, qui sont encore bons. Donc, si on met un yogourt ou encore un légume qui est un peu flétri ou un reste de pâte à la poubelle, c'est de la nourriture qui est gaspillée. On s'entend, un yogourt, là, ça peut être bon plusieurs semaines, voire mois après la date. Ah oui, tant que ça, hein, plusieurs mois. Hein? Oui, mettons, j'ai essayé 2. J'ai arrêté. Mais comme je l'ouvre. Tu l'ouvres, tu le sens, tu le regardes, puis s'il n'y a pas de copain dedans... premièrement, je rouvre, puis là, s'il n'y a pas de vie, là, puis il n'est pas vert, je vais OK, je vais le sentir. S'il sent bon, OK, je vais mettre une cuillère dedans, puis je vais checker la texture, puis c'est correct, j'y goûte. Puis ça va, je le mange. Autrement dit, si c'est un yogourt fruits au fond, puis les fruits sont encore dans le fond, c'est pas pire. Mais s'il est rendu fruits sur le dessus... C'est exactement ça, mon T'as supposé que les fraises sont rendues vertes, sont sur le dessus. Qu'est-ce que c'est ça? Quand les fruits montent, ça veut dire qu'il y a plus bon. Mais c'est un peu le gros bon sens. Mais tu sais, comme quelques mois, ça peut être encore bon. La même chose avec du fromage. Mais on s'entend, on fait pas ça avec de la viande. Ben non. On fait pas ça avec de la viande. On fait pas ça avec des choses qui sont un peu plus... où l'innocuité alimentaire est un peu plus importante. À la rigueur, j'avais donné un truc à un moment donné pour les œufs. Même les œufs, tu sais, ça peut durer quand même quelques jours. Après, là, il y a des tests pour le faire. Tu sais, s'il flotte, il est plus bon. Puis s'il coule au fond, s'il est encore pas pire. Tu sais, puis c'est au milieu. C'est le temps, là, tu sais. Mais, c'est ça fait qu'il y a des tests comme ça, même
même des fois là qui... Oui, puis il y a plein de trucs, comme tu dis, qu'on peut utiliser puis qu'on peut faire. Mais en fait, je pense que la première chose à faire, c'est le gros bon sens. Oui. Puis un peu comme on se disait, ben c'est de regarder si c'est frais, si il y a la texture appropriée. Parce que si, admettons, c'était quelque chose qui était solide puis c'est devenu comme du jello, touche pas à ça. À moins que tu aies envie d'un petit lavement, là. Mais... Ouais. À moins que tu aies besoin d'une purge, là, que ça tente de passer 2-3 jours dans la salle de bain. On salue les gens qui sont en train de manger peut-être en ce moment. On s'excuse, mais ça fait partie de la vie aussi. Oui, c'est le cycle des aliments. Donc, on vous invite à faire un peu cette espèce d'observation ou d'analyse de votre produit. Bon, qu'est-ce que ça fait? Ben, ça va nous permettre de savoir si le produit est encore bon ou pas. Donc, quelques trucs aussi pour éviter de gaspiller ou gaspiller moins, là, parce qu'on s'entend, c'est difficile d'atteindre le zéro. C'est dépendamment du contexte familial, le zéro déchet, on s'entend, c'est quand même difficile. Pas inatteignable, mais c'est quand même un effort, on s'entend. Donc, comprendre les dates de péremption, c'est la première étape dans tout ça. Donc, si on dit meilleur avant, ça veut pas dire plus bon après. Donc, il faut vraiment s'assurer de la qualité, l'innocuité du produit. C'est encore en bonne shape physique, comme on dit. S'il ressemble au produit du départ, on est correct. Se fier à ses sens. Bien conserver les produits aussi. Si vous mettez votre yogourt sur le bord de la fenêtre, ben, c'est pas top. Au soleil, admettons, à 32 degrés, c'est peut-être pas la meilleure des idées. Donc, qu'est-ce qui se réfrigérie? Qu'est-ce qu'on met au frigidaire? Ben, c'est entre 0 et 4 degrés. Congélateur, idéalement, moins 18 degrés. Puis la zone de danger, là où les bactéries puis la prolifération est vraiment plus importante, où elle se fait un peu plus facilement, c'est entre 4 degrés Celsius et 60 degrés Celsius. Fait que ça, c'est la même chose aussi une fois que vous avez... tu sais, des fois, on a fait à manger, il y a des restants, puis on veut le laisser sur le comptoir pour qu'il refroidisse. Non. Pas une bonne idée. Ça devient un endroit pour proliférer. Donc, une fois que c'est fait, on le ferme puis on l'envoie au frigidaire pour qu'il puisse refroidir à la bonne température. Puis, bon, évidemment, pour les aliments secs, là, les garder dans un endroit où c'est froid et sec, à l'abri de la lumière et de l'humidité, parce que, bon, si tu mets des patates dans un endroit un peu trop humide, peut-être que ça sera pas. Ils sont pas copains, là. Non, ben ça se peut que tu aies des patates germées. Ben, ils vont peut-être être copains, mais c'est le résultat après qui va copiner avec tes patates, là, tu sais. C'est le cycle de la vie. Je pensais que c'était des patates, finalement, j'étais en train de me faire un élevage de champignons. Oui, c'est ça. Wow, on a des champignons intérieurs. Ouais, la verdure dans mon... Ouais. OK, Ça, excusez. non, Désolé, ça, c'est pas bon signe. Aussi, quand on a des restants, faire de la transformation alimentaire. Ben oui. Tu sais, le fameux tout-ski. On se fait un bon tout-ski reste, on regarde qu'est-ce qu'il y a dans le frigidaire, puis on fait des tout-skis, puis congeler le plus possible. Après, quand on en a de trop ou on n'est pas certain, ben on essaie de congeler. Mais évidemment, il faut quand même, comme je le disais, là, de se fier à son gros bon sens, puis aussi planifier les achats. C'est ce qui facilite la chose. Tu sais, si tu dis, tu planifies tes menus de la semaine, c'est plus facile de savoir ce que tu as à acheter. Puis, tu sais, moi, je suis pas bien bonne là-dedans. Là. Je me dis, je vais me faire des menus le dimanche. Puis le dimanche, je suis pleine de bonne volonté. Puis finalement, la semaine arrive, puis la volonté prend le bord. Ouais. Mais ça, bon, je pense que je suis pas la seule. Mais ben non, c'est quand sûr. on planifie, on est plus capable aussi de planifier ce qu'on a de besoin réellement à l'épicerie. Donc, on évite du gaspillage. Mais il y a des gens qui sont pas de ça, là. Je veux dire, de regarder les circulaires, par exemple, puis de faire le menu de la semaine avec ce qu'ils vont acheter sur l'épicerie. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, ils sont vraiment quand, par bons. exemple, tu vois, il y a un rôti, il y a ci, il y a ça, là, que ça va être mon repas du lundi, puis ça. Et ça, là, quand tu fais des épiceries de cette façon-là, ça aide considérablement à réduire le gaspillage parce que tu sais exactement ce que tu vas rentrer dans la maison chez vous, là. Oui, c'est ça. T'achètes pas juste de façon impulsive parce qu'il y a comme un geste qui a une conséquence avec une action. J'achète le rôti, je vais faire un souper avec. Pas juste, je vais pacter, par exemple, le frigidaire avec telle patente, des caisses d'oranges puis que je mangerai pas, tu sais. Oui, c'est ça. Puis où tu plairais voir aussi la transformation, justement. Je te donne juste un exemple. Je m'en vais dans un petite épicerie locale il y a quelques jours. Puis là, j'arrive, il y avait comme des tomates en grappe, tu sais, oui. comme il y avait. Fait que là, je mets ça sur le comptoir. C'était comme 6,90. Moi, je pensais que c'était la grappe de tomates. Tu sais, je mets ça là. Je n'avais pas besoin tant que ça. La fait, c'est la caisse au complet. Tu sais, c'était un magasin, genre d'épicerie discount, si on veut. Okay. Genre de centre d'aubaine à la fin de la même. Puis, ouais. mais c'est frais, là. Mais lui, il achète comme des caisses, ça. Je dis, non, je vais pas la prendre. Je sais pas ce que je vais faire avec, tu sais. C'est ça. Ça me tentait pas de commencer à brasser des sauces à spaghetti tout ça. Fait que j'ai dit, j'achèterais pas une caisse parce qu'elle était à 6,90 pour n'en laisser pourrir la moitié. Tu comprends? C'est Ça aurait été clair. Ben, c'est ça, il faut que tu prévois, là, exactement. Mais là, il aurait fallu que tu dises, admettons, est-ce que, bon, là, t'enlèves la peau, t'es emballes, puis là, tu te fais des tomates. Oui, mais pour tu sais, cuisiner, mais tu sais, ça, c'est genre j'étais tellement pas dans ce mood-là. Ben J'ai non, fait comme, garde, on mangera des sandwichs, pas de tomates, puis c'est tout, là. Oui, non, mais où tu en trouveras d'autres, mais c'est Ou ça. j'irai en acheter ailleurs, exactement. Exactement. Mais c'est ça. C'est dans la planification qui est là. Donc, c'était mon petit, à l'approche des fêtes, on parlait justement de ça, là. Je voulais juste qu'on ait une petite pensée à faire attention avec le gaspillage alimentaire. Le gaspillage alimentaire et les dates de péremption. C'est bon, ça. Tu parles de prix, toi, Simon, parce que des fois, moins cher, ça veut pas dire meilleur pour
qu'il y ait des choses. Ben, ça nous est tous déjà arrivé d'acheter une patente puis dire que ça a donc bien l'air le fun, c'est bien beau, ça a donc bien l'air de une patente, une vraie patente. Ah oui, une patente à gosse. Puis t'arrives chez vous, au final, t'en sers 3 fois puis ça casse puis au final, c'est de la 3 petits points. Là, oui. Puis tu t'es fait avoir. Puis tu sais, souvent, c'est qu'on a de la pression de divers sites ou diverses applications pour acheter. Puis on se dit, il y a tellement de monde qui achète là-dessus, ça doit pas être si pire que ça. Ben, quand on se plonge dans l'univers du magasinage en ligne, il y a des plateformes qui sont bien bonnes là-dedans. Hein? Je vous en nomme 2, là. Shein, c'est S-H-E-I-N. Ouais, Shein, Shein, ou Shein, puis Temu. Hein? Oui, ah oui, ben. C'est des plateformes, on voit les publicités partout. Mais derrière ces aubaines-là, c'est beau. C'est pas très bon, c'est vraiment pas cher, c'est sûr, Ben, mais c'est tu sais, ça. comme au final, c'est pas sécuritaire. Ben moi, C'est j'ai ça tout le qui est- temps peur aussi de la qualité. Tu sais, si j'achète quelque chose qui est pas cher, exemple, un ensemble pour un enfant, tu sais, ça me coûte 15$ au lieu de me coûter 30$ au magasin. L'ensemble arrive, il le porte 2 fois, il est tout brisé. Ben, j'ai perdu 15$. C'est ça. Parce que j'aurais pu aller l'acheter celui à 30$ au magasin qui m'aurait toffé pas mal plus longtemps. Tu sais, beau, bon, puis pas cher là, chez Temu, là, c'est pas vrai, ça. Non, c'est ça. C'est vraiment pas vrai. Il y a le magazine Protégez-vous en collaboration avec l'International Consumer Research and Testing. Ils ont testé 162 produits qu'ils ont achetés sur les 2 sites dont je vous ai parlé. Shein. Oui, Shein. Shein. Et puis, je vais te montrer Ching, mon ching, téléphone. Là. ching. J'ai fait l'erreur, Simon, de m'abonner à Shein. Regarde, là, scale plein d'applications Ah, ben. de Shein pour des rabais. Puis je t'avais d'enlever ça. C'était Alors, épouvantable. les 2 tiers des produits qui ont été testés. 2 tiers. Les 2 tiers ne respectaient pas les normes de sécurité. Ben, voyons donc. C'est 65% des articles achetés sur Temu n'ont pas passé les tests et 73% de ceux qui avaient été achetés chez Shein sont jugés non conformes. Là, on carrément. parle de sécurité, ça veut dire danger pour la santé Clairement pour la des gens. sécurité, pour la santé. sécurité. Oh, mon Absolument. On parle de jouets pour enfants, on parle de blocs de recharge, on parle de colliers, entre autres choses. Des produits qui, en théorie, devraient être sécuritaires, mais qui ne le sont pas. Et les tests ont révélé des problèmes majeurs. Qu'est-ce qu'on s'est aperçu? Des jouets, par exemple, avec des pièces qui se détachent facilement. Risque d'étouffement. Ben oui, pour les tout petits enfants, mettre ça dans Non. la bouche, c'est dangereux. Des balles sensorielles qui sont supposées être apaisantes, Oui. mais qui atteignent 115 décibels. Et bateau. 115 décibels, là, c'est le bruit d'un marteau-piqueur dans le Oh, salon. mon Tu sais, C'est Dieu. comme quand ça attend ça. Là. Alors, des substances dangereuses, comme par exemple le formaldéhyde, produit cancérigène dans certains autobus jouets pour enfants en quantité, tenez-vous bien, 5 fois supérieure à la limite qui est permise au Canada. 5 fois. Ouais. Puis quand on a testé, par exemple, des blocs de recharge, tu sais, le téléphone Ouais, pour le cellulaire... téléphone, juste le bloc, là, ouais. Pourquoi j'achèterais ça chez Best Buy ou j'achèterais ça au magasin pas loin de chez nous? Oui. Ben, c'est ça. Eux autres, c'est parce qu'ils ont passé les tests, là. Et puis c'est dangereux pour le feu. Tu sais, on voit des histoires, des fois, sur Internet, là, C'est des ça. vidéos du chargeur qui prend feu. Ben, On a l'Agence canadienne de standardisation ou de normalisation, là, si on veut, qui ont des normes et tout ça de sécurité. Ben, Oui. c'est pour ça qu'on achète ça dans les magasins pas très loin de chez nous. Puis qu'on s'est comme ils ont testé certains blocs, là, puis là, ils se sont aperçus qu'il y avait des risques d'incendie ou d'arc électrique. Ça je m'en confesse, j'ai déjà acheté des affaires sur AliExpress. À un moment donné, j'ai acheté un bloc de chargement comme ça. D'un coup, je mets mes doigts dessus, je fais quoi? Donc, bien chaud, ça. Ben, c'est comme, il a pas resté là. non, Je ben vais c'est m'en ça. chercher Puis, ouais, puis comme on dit, tu sais, des fois, c'est pas parce que c'est pas cher puis que puis c'est rapide, tu sais, on paye sur 2-3 boutons, c'est commandé, paf, on l'a le lendemain. T'imagines un peu mettre le feu à la maison chez vous. Tu vas-tu t'en vouloir le jour où tu mets la maison $5. en feu parce que t'as voulu sauver 5$ ou 10$ sur un chargeur pour ton téléphone cellulaire? Ça, là, Simon, c'est toujours la bonne question à se poser. L'économie vaut-tu le risque? Ben, puis le problème aussi là-dedans, c'est que ces sites-là préviennent rarement leurs clients quand des problèmes Ben. sont détectés parce que il y a pas d'alerte, il y a pas de rappel, de choses comme ça. C'est comme Santé Canada, on voit ça régulièrement quand il y a des produits, par exemple, de consommation Oui. domestique, canadienne Régie. ou américaine qui sont régis par les Oui. normes de standardisation de normes. Ben, eux autres, ils vont dire, oh, attention, là, il y a telle affaire qui a été rappelée. Mais Shein puis Temu, là, ils font pas ça, là. Ils Non, ont pas, puis- ils ont pas ce Essaye d'appeler cette après critique-là. pour Ben, te plaindre. C'est comme, hey, mon bloc est défectueux, je vais être remboursé. Essaye d'avoir un service après-vente. Mais pourquoi les gens achètent là, d'après toi? Il y a 2 raisons. L'économie. C'est ça, l'économie, puis on est dans une économie de prêt à consommer puis de prêt à jeter. Hein? Oui, puis hey, on se fait pousser là-dessus. Quand tu rouvres ça chez là, je te montrais l'application, tu rouvres le paf, ils te mettent une roue. Fait que là, la roue, elle te donne des rabais de je sais pas combien de dollars. Tu tournes 3 fois, puis là, tu as $300 ça. de rabais, faut que tu dépenses ça, puis là, ça devient complètement fou. Puis c'est ça qui arrive, c'est un build-up. Et je suis pas dans le jugement, là. Tu sais, vous Mais, avez le droit d'acheter, ouais. par exemple, un vêtement sur Temu ou quoi que ce soit du genre parce qu'il vous a apparu très, très beau ou quoi que ce soit du genre. Mais, tu sais, des fois, c'est que le réflexe, on se dit, ben, ouais, il est peut-être cheap, puis
pourquoi dans 6 mois, 8 mois, je vais le changer ou en acheter un autre, tu comprends? Ouais. Mais en même temps, si tu as risque d'étouffement, de déchirement, tu vas le mettre dans la laveuse 2 fois, il va être scrap. Ben, ça va peut-être être de choisir le produit dans ce cas-là. C'est peut-être moins grave de s'acheter un coton watté qui va durer 2 mois que de s'acheter un bloc qui va brûler. Peut-être. Mais un bloc. Mais je sais pas. Il y a peut-être des catégories qui sont. Posez-vous la question. Lisez. Moi, les derniers conseils que je vous dirais, c'est lisez les avis des consommateurs. Soyez vigilants. Informez-vous avant de le mettre dans le panier puis cliquez et achetez. Là, surtout là, quand les prix ont l'air trop beaux pour être vrais. Là. Si un collier en or, supposément 14 carats, est à 5$, là. Il y a des bonnes chances que ce soit pas du vrai or. C'est exactement ça. Eh bien, merci Simon pour ces précieux conseils à l'approche. Ben là, moi j'ai déjà fait mes achats des fêtes, oui. Pas mal là, mais pour ceux qui vont commencer, ben c'est important de le faire puis d'être prudent. Au retour de la pause, je vais te quizer parce que c'est moi qui ai le quiz cette semaine. Okay. Et je vais te parler des personnalités canadiennes modernes qui ont marqué l'histoire de notre beau pays. Pour rester en contact avec Peut contenir des infos, abonnez-vous à notre page Facebook. Si vous avez des suggestions, des idées ou des questions à nous soumettre, écrivez-nous par courriel pcdi@radio-rfa.com. Quiz. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. Le quiz. Et c'est maintenant l'heure de notre super quiz et j'ai beaucoup de questions pour toi cette semaine. Simon, je t'allais avec 15. Ah ouais? Oui. OK. Ben, en tout cas, si on passe C'est pas une belle toutes les... Oui, on va y aller. On va se challenger. Pourquoi pas? Puis j'avais beaucoup de personnalités canadiennes qui ressortaient quand je faisais mes recherches. Puis j'ai eu de la difficulté à faire un choix. Fait que je me suis dit, on va compacter ça, nos belles personnalités canadiennes. Okay. Donc, c'est vraiment des gens qui ont marqué l'histoire du Canada. Peu importe le domaine, ça peut être la science, ça peut être la politique, ça peut être les arts. Name it. Il y a pas de mauvais domaine. On va dire comme l'autre dans Cruising Bar. Envoie-le ta ballon. Ça marche. Question numéro 1. Quelle Canadienne est devenue la première astronaute à effectuer une sortie dans l'espace en 2001? Est-ce que c'est A, Roberta Bondar, B, Julie Payette, C, Chris Hadfield, on a demandé là, canadienne, Ouais, ben oui. et D, Jennifer Sidney Gibbon? Je pense que c'est Roberta Bondar, si je ne me trompe pas. Hein? C'est pas ça? C'est Julie Payette. C'est Julie Payette? C'est Julie Payette, OK, qui a participé à 2 missions spatiales. Elle a d'ailleurs réalisé sa sortie en 2001. Et d'ailleurs, elle a aussi, ça c'était peut-être un peu moins glorieux, mais elle a été gouverneur général du Canada. Oui, ben oui. Mais elle a fait de grandes choses, cette Madame Payette. Oui. Question numéro 2. Quel artiste canadien a transformé la sculpture inuit en art reconnu mondialement? Est-ce que c'est A, et là, je suis désolée d'avance pour les prononciations, là, Shinvune Ashuna, Kenojwak Ashvak ou encore Annie Putuguk? Là, j'en ai juste 3, là, mais c'est ça. Je vais prendre une chance avec Annie Putuguk, non? C'est B, c'était Kunjwak Ashvak. C'est un peu plus compliqué, mais en fait, c'est une pionnière de l'art inuit moderne et ses œuvres sont emblématiques au Canada, entre autres des Enchanted Owl, donc le hibou enchanté. Ah oui? C'est elle qui est l'artiste de tout ça. Donc, moi, je connaissais pas, puis comme Non. ça m'a obligée à aller faire une recherche, c'est de toute beauté. Allez voir l'art inou canadien, c'est vraiment magnifique comme image. Point numéro 3, question numéro 3 maintenant. Ça va se placer, Simon. Non, c'est correct, c'est beau. J'apprends en même temps. Là, Oui, c'est ça. Mais Julie c'est pas... Payette, mais ça m'a échappé, ça. Mais... Ben, c'est pas grave. Écoute, erreur du pitcher aussi, des fois, ça arrive. Hein? Quel premier ministre canadien a légalisé le mariage pour tous en 2005? Est-ce que c'est A, Stephen Harper, B, excuse-moi, je trouvais ça drôle, Jean Chrétien, C, Paul Martin ou D, Brian Mulroney? 2005, c'était pas Paul Martin, non? Bonne réponse. Oui, c'est ça. Oui, c'est Paul Martin. Donc, c'est sous son gouvernement que le mariage entre personnes de même sexe devient légal au Canada, qui est un tournant majeur pour les droits sociaux. Et d'ailleurs, à l'époque, on était quand même des précurseurs au Canada. Il y avait quelques pays d'Europe où c'était possible de le faire. Puis au Canada, on a permis ça depuis 2005. Question numéro 4. Quelle athlète canadienne a remporté 6 médailles olympiques en natation, qui est un record féminin pour le pays? Est-ce que c'est Cindy Klassen, Penny Olsiak, Summer McIntosh ou Sophie Schmidt? Je pense que c'est Summer McIntosh. Peux-tu? Non? C'est Penny Olsiak. Ah, OK. Mais Summer a failli. Ça a passé proche. OK. Mais on parle vraiment de médailles olympiques, par contre. Je pense que Summer McIntosh en a plus en Coupe du Monde et en Championnat du Monde. Mais elle a marqué les Jeux de Rio en 2016 et demeure d'ailleurs une des athlètes canadiennes les plus décorées à ce jour.
Question numéro 5. Quel Canadien a signé la chanson à succès mondial Summer of 69? Est-ce que c'est Neil Young, Leonard Cohen, Bryan Adams ou Robbie Robertson? Pas mal certain que c'est Bryan Adams. là. C'est une pas mal bonne réponse. Non, mais je te dis, il y a des choses qui sont évidentes comme ça. Donc, Ouais. Bryan Adams, qui est évidemment une icône du rock canadien qui a influencé et qui influence encore d'ailleurs la scène musicale. Question numéro 6. Qui est la première femme autochtone nommée gouverneur général du Canada? Est-ce que c'est Sharon McIver, Wilma Mankiller, Mary Simmons ou encore Sheila Watt-Cloutier? C'est Mary Simmons. Oui, bonne réponse. Donc, elle a été nommée en 2021. Elle est la première gouverneure générale Inuk de l'histoire du Canada. Ça va quand même bien. Question numéro 7 maintenant. Quel scientifique canadien est reconnu pour avoir co-découvert l'insuline? Donc, il l'aurait découvert avec quelqu'un d'autre. Est-ce que c'est Norman Bertum, Frederick Banting, David Suzuki ou Arthur McDonald? Oui, je sais, David Suzuki. J'ai des drôles de choix de réponse. Ouais, des fois, ça arrive. Ça arrive des fois. Je dirais le premier Bethune, c'est pas trop Norman Bethune? Ouais. C'est la réponse, c'était B. Frederick Banting. Donc, c'est son travail qui a révolutionné évidemment le traitement du diabète et qui lui a valu le prix Nobel. Diabète qui est donc régi par l'insuline. Question numéro 8. Quelle personnalité médiatique canadienne est devenue la première femme à animer de Nationals à CBC? Est-ce que c'est A, Lisa Laflamme ou Lisa Laflamme, Amanda Lang, C, Wendy Mesley ou D, Adrienne Clarkson? Je pense que c'est Adrienne Clarkson, c'est pas sûr? Oui, c'est ça, bonne réponse. Donc, elle a été, Adrienne Clarkson a d'abord été journaliste, ensuite animatrice à la télé avec The National à CBC. Et, mon Dieu, c'est quasiment un thème dans mon quiz, je l'avais pas remarqué en le faisant, mais elle a été, elle aussi, gouverneure générale. Oui. Ça devrait être comme qui a été en deuxième fonction gouverneur général. Et elle a d'ailleurs profondément marqué les médias canadiens là, de par son impact et de tout le travail qu'elle a fait au cours de sa carrière. Ben, c'est bien trop vrai. T'as parlé de Julie Payette tantôt, t'as parlé de Mais Mary c'est ça, Mary Simmons, comme voyons, j'avais pas remarqué. Ouais, okay. Il y a un thème. Il y a comme une ligne, un espace continuel, là, je sais pas trop. Ouais, peut-être que le prochain pourrait l'être. Là, je suis à 50%, là, j'en ai 4 sur 8. OK, ben c'est pas pire, ça va bien, ça va bien. Relevé à bord. Question, c'est le temps, là. T'es comme à mi-chemin, là. Oui. T'es comme Faut que je travaille, à mi-temps. On va voir comment ça se passe. Je pense que ça va être pas pire pour celle-là. Quel hockeyeur canadien est souvent présenté comme le plus grand joueur de tous les temps? Est-ce que c'est Mario Lemieux, Sidney Crosby, Wayne Gretzky ou Marcel Dionne? Sais-tu quoi? J'hésite entre Mario Lemieux et Wayne parce que dans mon livre à moi, comme dirait Stan, mais je pense que Wayne Gretzky est pas mal la merveille. Oui, c'est Wayne. C'est Wayne à cause des records. Sur papier, à cause. L'impact dans la communauté de Mario Lemieux est difficilement mesurable. Mais tu sais, des statistiques, c'est des statistiques. Là, mais oui, donc c'est Wayne Gretzky qui, avec ses 61 records de la Ligue nationale de hockey, est une légende incontestée du sport. Et d'ailleurs, ben là, il y a Ovechkin qui le talonne un peu sur différents aspects, sur différents points. Puis c'est correct, ça fait du bien. Puis, ben c'est ça. Lui, peut-être pas qu'il deviendra peut-être pas le gouverneur général du Canada. Je pense pas. Il est peut-être plus intéressé par la Californie maintenant. Question numéro 10. Quelle militante autochtone est devenue une figure majeure pour la sécurité des femmes et des communautés autochtones? Est-ce que c'est Cindy Blackstock, Autumn Pelletier, Jody Wilson-Raybould ou Mary Two Axes Early? Judy Wilson-Raybould, non? C'est une ancienne ministre aussi, mais ça peut être celle, non? Non? Tu y vas avec celle-là? Oui, j'y vais avec ça. La réponse est B, Okay. Autumn Pelletier. OK. Donc, qui est ambassadrice auprès des Premières Nations et ambassadrice de l'eau aussi. Elle milite depuis l'enfance pour l'accès à l'eau potable dans les communautés autochtones et aussi pour les droits des femmes autochtones. Question numéro 11. Quel auteur canadien ou canadienne a écrit The Handmaid's Tale, qui est devenu le symbole mondial de la lutte pour les droits des femmes? Est-ce que c'est Alice Munro, Yann Martel, Margaret Atwood ou encore Thomas King? Je vais prendre une chance sur Margaret Atwood parce que c'est pas mal la seule que je connais. C'est ta bonne chance. C'est la bonne réponse. Bon, yes. okay. Et je m'excuse pour cette prononciation incroyablement mauvaise de Handmaid's Tale. En tout cas, j'ai peut-être un peu la bouche sèche. On en parlait en début d'émission. Je vais être due pour prendre une petite gorgée de café. Okay. Donc, c'est le roman dystopique d'Atwood qui a marqué la culture mondiale et qui a été adapté au cinéma, aussi en série télé et sur la scène. Et il y a des livres et des livres et des livres. Ça se poursuit là-dessus. Maintenant, question numéro 12. Quelle entrepreneur canadienne est derrière la marque de produits de beauté The Ordinary qui est devenue un phénomène mondial? Je savais que celle-là, ça serait ta préférée. Simon, toi qui prends très bien soin de ta peau. Ah, clairement.
fond de teint et tout ça. Ben, surtout la petite crème hydratante de jour et de nuit, là, avant de te coucher, tes concombres, c'est important. Donc, est-ce que c'est Charlotte Tilbury, Brandon Truax, Jessica Mulroney ou Clara Hughes? Je vais dire Jessica Mulroney, mettons. C'était Brandon Truax qui a créé donc la compagnie qui est fondateur de DCM, qui a bouleversé l'industrie du cosmétique à l'approche transparente. Puis en fait, c'est qu'on expliquait qu'est-ce qu'il y avait dans nos produits. Avant, pour les produits, mettons, exfoliants, ben, c'était des micro-perles de plastique. Ben oui. Ils ont révolutionné l'industrie en mettant autre chose qui était naturel. Du sable, mettons. C'est ça, en mettant du gravier 3/4. C'est ça, du cassé. Avant, c'était du plastique. Maintenant, c'est de la nature. C'est un peu ça. Fait qu'il y a eu plusieurs révolutions. Puis sur les réseaux sociaux canadiens, un peu partout, on a apprécié cette espèce de transparence. Parce qu'on s'entend que l'industrie du cosmétique avant, et dans les années 90, était assez fermée et questionnable. C'est ça. Questionnable. Question numéro 13. Ça, c'est quelque chose que je savais pas que c'était un Canadien, lui. Je savais pas. Quel humoriste canadien est devenu une référence mondiale après avoir animé The Daily Show? Est-ce que c'est Martin Matt, Jim Carrey, Dan Aykroyd ou encore Trevor Noah? Dan Aykroyd, non? C'est Trevor Noah. Trevor Noah. Oui, Trevor Noah, qui en fait, c'est un psudo-africain canadien qui demeure une figure mondiale. Mais tu l'as sûrement déjà vu. Je te montrerai son visage. Puis je pensais pas qu'il était canadien. J'ai comme appris ça. Puis il a vraiment animé The Daily Show. Puis il l'anime encore. Vraiment, c'est une bonne émission. Allez voir si vous voulez vous divertir et rire un bon coup. Question, comment ça va? Ça va bien, pas super? 1, 2, 3, 4, 5, 6 bonnes réponses. On est rendu à 14. Comme je tire la patte un peu, là. Oh, t'as encore le temps de te reprendre. Ouais. Ça va bien. Je vais mettre une petite étoile dans mon bulletin pareil. Oui, je vais te mettre un scratch and sniff pour t'encourager. Du collage, par là. Pas à banane. Non, je sais que t'aimes pas les bananes. Ben, j'ai l'odeur. Je suis capable de les manger, mais OK. Mais non, je te donnerai pas un scratch and sniff à banane pendant que tu prends l'autobus. Non, vraiment. Question numéro 14. Quel chef autochtone est devenu une figure incontournable dans la défense des droits des Premières Nations? Est-ce que c'est Ghislain Picard, Sean Aleto, Phil Fontaine ou Perry Bellegarde? Je dirais Phil Fontaine. Je vais prendre ça comme ça. Ou j'hésitais avec Ghislain Picard, peut-être. Ghislain Picard. Oui, Ghislain Picard, là, qui est vraiment un des anciens chefs nationaux à l'Assemblée des Premières Nations, un acteur clé aussi dans les politiques qui a brassé, qui a secoué le pommier. Qui a secoué certaines choses puis qui a permis l'avancement des droits des personnes autochtones. Qui a été le premier Canadien à commander, puis on est rendu déjà à la question 15, on arrive bientôt à la fin, donc tu as une bonne réponse à 14. Tu me l'as donné, Ghislain, ouais? Oui, je te le donne. Tu me donnes Ghislain? Oui, je te le donne. On a le J'hésitais entre Ghislain puis Phil Fontaine. Oui, c'est ça. Merci, t'es fine, Colin. C'est correct. Écoute, Noël approche. Ah, c'est ça, hein, c'est Noël, c'est dans l'esprit des fêtes. C'est ton sapin qui t'a insufflé cette magie. C'est Mariah Carey qui me chante. Peut-être qui m'ouvre le cœur. Fait que voilà, bon, Simon, je te le donne. Ça brille dans le studio, il y a des lumières partout. C'est surtout les néons. C'est surtout les néons, je pense, qui brillent, là. Plus que mes lumières de Noël. J'ai pas encore décoré, d'ailleurs. Faudrait que qu'on décore un peu le studio. Quoi qu'on est déjà dans l'ambiance. Oui, on est dans l'ambiance. Bref, dernière question de ce quiz. Question numéro 15. Qui a été le premier Canadien à commander la Station spatiale internationale? Est-ce que c'est Jeremy Hansen, Marc Garneau, feu Marc Garneau, Chris Hadfield ou encore, tu vas aimer ce choix de réponse, Guy Laliberté? Je pense que c'est Chris Hadfield. Hein? Bonne réponse. Chris Hadfield, donc sa présence médiatique et sa communication scientifique ont inspiré des millions de Canadiens. On se souvient, il avait fait des démonstrations. Il avait aussi piloté. Il avait joué de la guitare là-dedans. Oui. Fait qu'il avait fait plein d'affaires. Il nous avait montré comment vivre dans la gravité. Ça avait marqué l'imaginaire des Canadiens. Puis juste pour faire du name dropping, mon beau-père est allé à l'école avec. Ouais. Fait que des fois, il est dans le meeting avec Chris Hadfield. Puis on dit allô à Chris. Puis ma conjointe qui travaille aux ailes d'époque ou en fait qui s'implique beaucoup aux Vintage Wings, le croise régulièrement parce qu'il y a des intérêts un petit peu là-dedans, là, dans les Vintage Wings, les avions jaunes du Canada. Oui. C'est incroyable. Quel homme, un vrai beau. Oui. Puis quelle moustache aussi. Puis lui, c'est à l'année. Hein. D'ailleurs, je voulais souligner les hommes qui font le Movember. Là. Pas toi, Simon, je sais que tu as essayé. Non, mais ça pousse pas, mais je sais que tu es de tout cœur. Mais oui, quelle moustache. Je pense que ça fait partie de son prestige. Oui, c'est dans tout le personnage, là, c'est ça. Exactement, tout est dans la moustache. Alors, ton résultat final, mon frère? J'ai 8 sur 15, quand même pas si pire. Je passe par la peau des dents, comme on dit, ou la peau des fesses. Si t'as de la peau sur les dents, ça te les petites gencives, là. Oui, sur la... On pense à gencive. Ouais. On va lancer cette expression-là. C'est pas très épais, là. C'est assez sensible. Non, oui, puis c'est juste ça fait. Exact. C'est ça que c'est. Félicitations. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre édition.